Les néons de l'hôpital St. Michael's bourdonnaient au-dessus de la tête d'Evelyn Carter alors qu'elle se dépêchait dans le couloir stérile, ses baskets grinçant sur le linoléum poli. Elle venait de terminer son service, les muscles endoloris après 12 heures debout, lorsqu'un appel retentit. Le docteur Holloway veut vous voir dans son bureau. Immédiatement. Le ton de la réceptionniste était sec, dénué de chaleur. L'estomac d'Evelyn se noua. Elle travaillait à St. Michael's depuis 11 ans. Assez longtemps pour savoir qu'une convocation du directeur général n'augurait rien de bon. Le bureau du docteur Richard Holloway était un monument à la suffisance. Des diplômes encadrés tapissaient les murs, et un bureau en acajou lustré dominait la pièce. Il ne leva même pas les yeux lorsqu'elle entra, faisant défiler quelque chose sur sa tablette avec une lenteur délibérée. Evelyn Carter, dit-il enfin, d'une voix lisse et distante. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Elle déglutit. Si c'est à propos de la nuit dernière. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire va voyager. C'est exactement ça. Il posa la tablette et s'adossa dans son fauteuil en cuir, les doigts entrelacés. Vous avez soigné un patient sans autorisation. Pas d'assurance, pas d'identification, aucun formulaire d'admission. Vous avez complètement contourné le protocole. Le cœur d'Evelyn s'emballa. Il était en train de se vider de son sang dans le hall des urgences. Si je n'étais pas intervenu, vous nous auriez évité bien des ennuis. Le sourire d'Holloway était mince, sans humour. Cet homme représentait un risque. Un procès en attente. Et vous avez rendu l'hôpital responsable de lui. Elle le fixa. Il serait mort. Ce n'était pas à vous de décider. Un silence glacial s'installa entre eux. Puis, avec la même indifférence que s'il passait une commande, Holloway glissa une lettre de licenciement sur le bureau. Prise d'effet immédiate. La sécurité va vous raccompagner. La marche de la honte fut pire qu'elle ne l'avait imaginé. Deux agents de sécurité l'encadraient pendant qu'elle vidait son casier, leur présence une accusation muette. Les infirmiers et aides-soignants s'arrêtaient dans leur travail pour regarder. Certains détournaient les yeux, honteux. D'autres chuchotaient. Linda Mercer, la réceptionniste de nuit qui avait refusé d'admettre l'homme mourant, était adossée au poste infirmier, les bras croisés. Un sourire narquois flottait sur ses lèvres. T'aurais mieux fait de t'occuper de tes affaires, Evelyn. Evelyn ne répondit pas. Elle jeta ses affaires dans un sac en papier froissé, les mains tremblantes de colère. Dehors, le soleil de l'après-midi l'aveugla. Evelyn se tenait sur le trottoir, agrippant la lanière de son sac comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. 11 ans. Anéantie. Pour avoir osé sauver une vie. Elle inspira profondément, refoulant les larmes qui menaçaient. Puis elle remarqua quelque chose. L'homme qu'elle avait sauvé. Celui au costume en lambeaux, celui que Holloway avait qualifié de « pas digne des papiers d'admission ». Porter une montre. Une Patek Philippe. Ce n'était pas une contrefaçon. Les doigts d'Evelyn se crispèrent sur la sangle de son sac alors qu'elle repensait à la nuit précédente. L'ambiance était calme aux urgences. Seulement les bips réguliers. Des moniteurs et les murmures de l'équipe de nuit. Puis les portes s'étaient ouvertes à la volée. Un homme entra en titubant, tenant son flanc. Son costume coûteux était déchiré, son visage blême barré de traînées de sang. Il s'effondra contre le comptoir d'accueil, le souffle rauque. Linda Mercer, la réceptionniste de nuit, ne leva même pas les yeux de son ordinateur. Carte d'assurance. L'homme gémit, la main sur les côtes. J'ai été agressé. Pas d'assurance, pas de soins, dit Linda sèchement. Politique de l'hôpital. Evelyn avait déjà vu ça. Des patients renvoyés à cause des formalités, abandonnés dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'ils renoncent ou empirent. Mais cet homme n'était pas seulement blessé. Il mourait. Elle s'avança. Il a besoin d'aide, maintenant. Linda lui lança un regard d'avertissement. Ce n'est pas notre problème. Evelyn l'ignora. Elle attrapa un fauteuil roulant, installa l'homme dedans et le conduisit en urgence à un box vide. Sa peau était moite, son pouls faible. Une plaie par arme blanche, profonde et laissée sans soin depuis des heures, peut-être. Elle agit vite. Pression sur la plaie, perfusion, appel à l'aide. Les yeux de l'homme s'ouvrirent un instant, obscurcis par la douleur, avant qu'il ne perde conscience. Qu'est-ce que tu fais? Siffla Linda depuis l'encadrement de la porte. Mon travail, répliqua Evelyn. Maintenant, debout devant l'hôpital avec ses affaires dans un sac froissé, Evelyn se demandait, est-ce que cela en valait la peine? Elle l'avait remarqué en découpant sa manche pour poser une perfusion. Une Patek Philippe. Le genre de montre qu'on ne porte que si l'on n'a plus d'argent que de bon sens. Sur le moment, elle avait pensé qu'elle était volée. Un homme en sang aux urgences à 2 heures du matin ne criait pas milliardaire. Mais maintenant. Elle n'en était plus si sûre. Une voiture élégante se gara au bord du trottoir, sa vitre teintée s'abaissant. Un homme en costume impeccablement taillé se pencha. Evelyn Carter. Elle se raidit.
Qui le demande? Daniel Grave. Je représente Marcus Langlais. Il marqua une pause. L'homme que vous avez sauvé cette nuit. Evelyne eut le souffle coupé. Il est en vie? Grave acquiesça. Grâce à vous. Monsieur Langlais souhaite vous rencontrer. Elle hésita, puis ouvrit la portière. Si Holloway l'avait renvoyé pour avoir sauvé un inconnu, qu'arriverait-il lorsqu'il découvrirait qu'elle avait en fait sauvé quelqu'un d'important? La berline noire glissa à travers la ville, ses vitres teintées isolant Evelyne du monde extérieur. À l'intérieur, l'air sentait le cuir et le parfum onéreux, un contraste brutal avec la stérilité antiseptique de l'hôpital. Ses doigts caressaient le bord du siège, son esprit encore secoué par la fin abrupte de sa carrière. Daniel Grave, assis en face, avait une posture détendue, mais un regard perçant. Il lui tendit une tablette montrant un article de presse, le magnate de la tech Marcus Langlais hospitalisé après une violente agression, accompagné d'une photo d'un homme dans la quarantaine, au regard perçant et à l'autorité silencieuse. Le même homme qui avait murmuré un merci avant de sombrer dans l'inconscience. Evelyne fixait l'écran, les pièces du puzzle s'imbriquant. La montre. Le costume sur mesure. La rapidité avec laquelle Holloway l'avait renvoyé. Grave fit défiler un autre document. Des relevés financiers, des virements bancaires et des notes internes de St. Michael's. Les chiffres semblaient confus au début, mais un schéma émergeait. Des fonds destinés aux soins pour les plus démunis avaient été détournés vers des comptes écrans. Les budgets d'équipement avaient été réduits, mais aucune nouvelle machine n'était jamais arrivée. Et puis il y avait les dossiers de patients, des dizaines de cas où les soins avaient été retardés ou refusés, tous sous l'autorisation d'Holloway. L'estomac d'Evelyne se noua. Elle avait toujours soupçonné une corruption dans l'administration de l'hôpital, mais voir les preuves exposées aussi froidement rendait la chose bien plus réelle. Retour à St. Michael's, Holloway façonnait déjà le récit. Une réunion d'urgence du personnel avait été convoquée et les rumeurs serpentaient dans les couloirs. Le nom d'Evelyne circulait à voix basse, parfois avec compassion, plus souvent avec prudence. Personne ne voulait être associé à l'infirmière qui avait défié Holloway. Debout à la tribune de la salle de conférence, sa voix douce, Holloway justifia le licenciement d'Evelyne Carter comme une mesure nécessaire pour faire respecter les règles de l'hôpital. Les protocoles existaient pour une raison, dit-il, et ceux qui les enfreignaient ne pouvaient être tolérés, quelles que soient leurs intentions. Ces paroles furent accueillies par quelques hochements de tête, de vagues murmures d'approbation. Personne n'osa protester. Mais à l'extérieur de ces murs, les rouages étaient déjà en mouvement. Marcus Langlais n'était pas un homme à laisser une injustice impunie. Depuis son Penthouse, entouré d'écrans et d'une équipe d'avocats, il orchestrait la suite des événements avec une précision glaciale. Les images de vidéosurveillance des urgences furent assignées par la justice, montrant le refus de Linda Mercer et l'intervention rapide d'Evelyne. Les dossiers patients furent croisés avec les documents financiers, révélant une négligence délibérée. Et vinrent ensuite les témoignages, anciens membres du personnel réduits au silence, patients refoulés, tous prêts à parler, maintenant qu'un homme puissant les écoutait. Evelyne était assise dans un bureau en hauteur surplombant la ville, observant les preuves s'accumuler. Grave lui tendit un dossier contenant les finances personnelles de Holloway, voitures de luxe, comptes offshore, maison de vacances achetée le même mois où le financement de l'unité pédiatrique avait été supprimé. Elle était entrée en médecine pour sauver des vies. Mais à présent, elle comprenait que certaines batailles ne se gagnaient pas avec un stéthoscope et une seringue. Celle-ci allait exiger un scalpel. Marcus Langlais était prêt à le manier. Le gala annuel de charité de St. Michael était l'événement phare de Holloway. Un spectacle scintillant de flûtes de champagne et de sourires bien rodés, où l'élite de la ville se réunissait pour applaudir sa propre générosité. Des lustres en cristal diffusaient une lumière dorée sur des tables couvertes de nappes blanches, chaque couvert valant plus qu'une semaine de salaire d'une infirmière. Holloway évoluait parmi la foule tel un monarque, son smoking impeccable, son sourire poli jusqu'à la perfection. Il s'arrêtait pour serrer des mains, riait à des blagues sans intérêt, savourant l'illusion de respectabilité. Puis les écrans vacillèrent. Les murmures cessèrent alors que tous les moniteurs de la salle de bal, censés diffuser des témoignages émouvants de patients, affichèrent des images de vidéosurveillance. Des séquences en noir et blanc montraient Holloway dans son bureau, comptant des liasses de billets avant de les enfermer dans un tiroir. Une autre vidéo montra un appel téléphonique. Il ricanait en ordonnant l'annulation d'une commande de machine de dialyse. De toute façon, ils ne vivront pas assez longtemps pour en avoir besoin. Des exclamations de stupeur parcoururent la salle. Une nouvelle vidéo apparut, celle des urgences, la veille au soir. Linda Mercer refusant d'admettre Marcus Langlais, ensanglanté. Evelyne intervenant. La voix claire de Holloway résonna dans l'enregistrement, « Virez-la. Qu'il meure sur le parking, je m'en fiche. » La flûte de champagne glissa des mains de Holloway, se brisant sur le sol de marbre. Les portes s'ouvrirent brusquement. Les journalistes envahirent la pièce les premiers, les flashs crépitants, leurs questions se chevauchant. Puis la police entra, les insignes brillant sous les lustres.
Holloway recula, son masque bien soigné se fissurant. Il jeta un regard désespéré vers le maire, son cousin. Mais ce dernier s'éclipsait déjà, le visage rouge de panique. Marcus Langlais entra dans le chaos. Elle avançait avec la certitude tranquille de celui qui avait déjà gagné, fixant Holloway du regard. Les jointures encore meurtries, la posture tendue par la douleur, mais la voix assurée. Richard Holloway, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude et négligence criminelle. Un détective énonça les chefs d'accusation pendant que les menottes se refermaient sur ses poignets. Les caméras captèrent chaque tic de son visage, chaque dénégation bafouillée. À l'autre bout de la salle, Evelyn restait immobile, observant l'homme qui avait détruit sa carrière se faire emmener en disgrâce. Linda Mercer tenta de s'éclipser par une porte latérale. 2 agents lui bloquèrent le passage. Plus tard, devant la salle de bal, Langlais remit à Evelyn un dossier. À l'intérieur se trouvaient les plans de St. Michael, désormais rebaptisé Centre médical Carter, accompagné d'un projet d'initiative de soins universels visant à faire de l'hôpital un modèle national. C'est à vous, dit-il. Réparez ce qu'il a détruit. Evelyn contempla les documents, le poids du moment l'envahissant. Ce n'était pas juste de la justice. C'était un règlement de compte. Le soleil du matin traversait les grandes baies vitrées de ce qui était autrefois le bureau de Holloway. Evelyn Carter se tenait devant la vitre, observant l'entrée animée de l'hôpital en contrebas. La plaque de cuivre sur la porte portait désormais son nom. Dr Evelyn Carter, directrice médicale générale. La transformation de St. Michael avait été rapide et radicale. Les équipes de construction travaillaient sans relâche à moderniser les lieux. Les équipements obsolètes avaient été remplacés par des machines de pointe. Le service de facturation, autrefois un labyrinthe de pièges juridiques, avait été entièrement supprimé, remplacé par un système à échelle variable qui ne refusait personne. Dans le hall, le portrait de Holloway avait disparu. À sa place, une simple inscription « D'abord, ne pas nuire ». Les réformes d'Evelyn allaient bien au-delà des politiques. Elle réintégra les infirmiers licenciés par Holloway pour insubordination, ceux qui avaient osé mettre les patients avant les profits. Elle embaucha du personnel multilingue, étendit les services de santé mentale et ouvrit une clinique 24h/24 pour les non-assurés. Ces changements provoquèrent des remous dans la communauté médicale. Les critiques dirent que le modèle n'était pas viable. Les défenseurs le qualifièrent de révolutionnaire. L'influence de Marcus Langlais y contribua. Son don de 150 millions de dollars garantissait à l'hôpital une indépendance vis-à-vis des intérêts privés. Mais c'est la vision d'Evelyn qui en façonna l'âme. Au centre médical Carter, une cérémonie marqua l'inauguration de la nouvelle aile pédiatrique. Les journalistes se bousculaient pour photographier Evelyn serrant la main de familles reconnaissantes. D'anciens patients, certains en fauteuil roulant, d'autres tenant des photos de proches disparus sous la négligence de Holloway, observaient en silence. Langlais regardait depuis la foule, son expression indéchiffrable. À 50 km de là, dans une prison à sécurité minimale, Richard Holloway se trouvait dans la file de la cafétéria. Sa combinaison orange pendait mollement sur lui. Les informations passaient sur une télévision fixée au mur, Evelyn recevant un prix humanitaire. Un garde laissa tomber un journal sur son plateau. En une, l'annonce de la nouvelle extension du centre Carter. Holloway retourna le journal. Face contre table. Dès retour à la cérémonie, une petite fille tira la manche d'Evelyn. « C'est vous la docteure qui répare tout. » Evelyn s'agenouilla pour croiser son regard. « Non, dit-elle. Mais on a construit un hôpital où les gens essaient. » Les flashs crépitèrent. Quelque part, une horloge sonna. Le monde continuait d'avancer. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Ça nous fait vraiment plaisir.